va reprendre le truc. Donc, rapidement. Virage 1. On va commencer par le début de la course. Virage 1, les petits potes. Tour 1, départ. Départ, je me faisais la réflexion quand on est allé sur la piste avec Enzo. On a eu la chance d'aller un petit peu sur la grille vite fait. Déjà, le premier virage, il arrive très vite. Donc, mine de rien, tu peux pas... Les premières lignes peuvent pas trop accélérer. Elles ont un freinage qui arrive vraiment très vite, qui arrive tout de suite. Le départ a été plutôt bon pour Charles et Verstappen. Et Verstappen a voulu insister. Et je pense que les deux se regardaient un petit peu pour savoir qui allait freiner en premier. Finalement, les deux ont freiné trop tard. Je pense que si Verstappen n'est pas là, je suis même pas sûr que Charles prend vraiment le virage, ou en tout cas il le prend vraiment beaucoup à l'extérieur. Verstappen qui freine, je pense que tout le monde se fait surprendre par le freinage, et en plus ça se voit derrière, hein. Ça se voit derrière avec Alonso et Sainz notamment. Tout le monde est arrivé avec un petit peu trop d'assurance entre guillemets, ou avec un petit peu trop de vitesse dans ce premier virage, donc je pense que c'est tout à fait, c'est un incident de course assez banal de voir les pilotes louper leur freinage. Je pense que les pneus avaient aussi du mal à prendre de la température, etc. Donc normal. Le Verstappen donc prend l'avantage, repart, etc. Il prend 5 secondes de pénalité. Je pense que ça les vaut. Il part avec lui. Il loupe son virage, donc il a les 4 roues en dehors de la ligne blanche. Et en plus de ça, il emmène avec lui une autre voiture dehors. Donc je pense que là-dessus, c'est assez normal qu'il prenne 5 secondes. Là où effectivement... On y revoit encore une fois un problème, notamment sur ce genre de manœuvre, c'est que ça n'a pas du tout la même incidence d'être devant, de ressortir devant un pilote que derrière. Je m'explique. Admettons, Leclerc était passé, ou en tout cas on dit que par exemple Verstappen n'a pas complété sa manœuvre de dépassement et donc il est censé être derrière Charles Leclerc. Je pense que la physionomie de la course, elle est complètement différente. La manière dont Charles traite ses pneus est peut-être différente. Ça donne une toute autre vision de la course qui est pour moi différente. Effectivement, je pense que dans ces cas-là, rendre la position est peut-être plus intéressant que de prendre 5 secondes et donc... avoir une décision plus arbitraire, je sais pas, moi je suis plus d'avis que généralement, enfin après je pense que pour beaucoup d'entre vous qui font peut-être du karting en loisir avec des petites courses une fois de temps en temps, etc. Je pense que quand vous faites des briefings, si jamais vous en avez, si vous avez des briefings pilotes, même sur des courses amateurs, etc. Le but du jeu c'est pas de sanctionner les gens, enfin là on est dans une compète de ouf, mais en sport auto, le but du jeu, comme dans tous les sports, c'est de toujours rendre l'avantage qu'on a gagné de manière injuste. Donc en fait, je me dis, ouais, effectivement, ça allait peut-être le coup que Verstappen rende la position à Charles Leclerc. Je sais pas si ça aurait été mieux ou moins bien que les 5 secondes infligées par la FIA. En fait, moi j'aime à penser que c'est plus juste de rendre une position rapidement plutôt que de prendre 5 secondes. C'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu comme Perez et Albon à Singapour, quand Perez il force le passage et qu'il envoie Albon en direction du mur et que Albon il est obligé de se garer, de passer la marche arrière, de reprendre et de sortir des points. Bah ouais, rends la position. Attends-le. Mais bon, là, à un moment donné, tu vois, ça devient trop compliqué, quoi. Faut que ce soit fair play de la part des pilotes, faut que ce soit aussi, tu vois... Je trouve qu'on manque un petit peu de ça parce qu'il y a une compétition qui est exacerbée, c'est normal, mais je trouve que c'est... Voilà, c'est compliqué à juger, hein, mais c'est même rendre la position. Est-ce que tu peux te permettre de rendre une position quand t'es encore dans le premier tour de course et que t'as toutes les bagnoles derrière et que si tu ralentis, tu risques de te faire dépasser par plus que celui à qui tu rends la position. Et voilà, ça peut être, tu vois, je veux dire, effectivement, tu peux perdre un gros avantage, ce genre de choses. Mais c'est compliqué, Je pense qu'effectivement, les 5 secondes, c'est... j'ai du mal avec ça, mais c'est ce qu'il y a de plus aujourd'hui de plus facile, correct à faire, quoi. Donc 5 secondes pour Verstappen, ok, fair enough. Effectivement, d'un point de vue sportif, ça aurait été intéressant de rendre la position, mais c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué de le faire. Toujours sur le départ, on a eu des Espagnols qui nous ont fait des petites figures, les gars.
C'était assez exceptionnel. On a eu Fernando Alonso qui a fait une erreur qui est encore une fois, et je trouve que cette année il en a fait quand même beaucoup pour le calibre qu'il est quoi. Le tête à queue d'Alonso, bon alors assez simple, hein, il se faufile, il prend l'inté, il freine un peu trop tard, un peu trop fort, il essaie de faire tourner la voiture, il perd l'arrière de la voiture parce que trop d'appui sur les roues avant, hop, tête à queue terminé. Le face à face avec Bottas, c'est le poke où tu te dis bah tiens ça y est, il se retrouve comme deux guignols à l'extérieur à pas pouvoir bouger. C'est vrai, c'est en quelle caméra embarquée? Je crois c'est avec Sargent où tu vois justement que Alonso il part tout seul comme un grand et tu fais waouh, c'est double champion du monde, autant d'expérience, et faire cette erreur c'est très bizarre. C'est pas habituel de voir Alonso faire ce genre d'erreur, et je vous le dis depuis cette saison. Alonso cette saison, à partir de cette saison, il commence à faire des erreurs qu'il est pas censé faire. Il est pas censé faire. Il y a eu l'erreur à Spa où justement il roule un petit peu sur la ligne blanche là dans le double gauche et il se finit dans le mur. Il y a eu plein de petites erreurs comme ça d'Alonso cette saison qui sont pas du tout habituelles de son calibre. Il n'y avait pas de l'huile sur la piste. Non, l'huile sur la piste c'était vraiment sur la partie de Verstappen je crois, à l'endroit de la grille, donc c'était pas... Et puis on avait mis des matières absorbantes, peut-être qu'il lui restait un petit peu de choses là-dessus, mais il a fait quelques petites erreurs qu'on n'est pas censé voir de la part d'Alonso. Il a pas fait 10 erreurs cette année non plus. On est d'accord, il a pas fait 10 erreurs non plus, mais les années précédentes, il en faisait aucune. Là, il en a fait 2, 3, peut-être 4 sur la saison. Et des vraies erreurs de pilotage lui-même, hein. C'est pas une situation, il s'est retrouvé à la bataille et il y a un mec qui a fait n'importe quoi. Hein. Pareil, Sainz qui tire un peu tout droit et qui touche Lewis Hamilton et qui part en tête à queue. Il y a des manières plus intelligentes. Il y a des manières plus intelligentes de commencer un Grand Prix, hein, mais bon, je pense que tout le monde s'est fait surprendre au premier virage, tout le monde a tiré un peu à l'extérieur, et donc ceux qui avaient pris un petit peu une marge de sécurité, comme c'est le cas de Ocon et de Stroll, ils ont grillé 10 places d'un coup sec, c'était parfait pour eux, c'était parfait pour ces voitures. Donc voilà, non, le départ a été assez intéressant. Avec des dynamiques très cool, et on a vu les deux Williams être plutôt bien dans les points toutes les deux, bien comme il fallait, et finalement elles n'avaient pas le rythme du tout. Les deux Williams là c'était assez terrible. Il y a eu un bon rythme en qualif pour les Williams, comme durant une bonne partie de la saison. Hein. Albon il a fait quand même des belles perfs en qualif globalement. Le rythme de course ça a été catastrophique. On voyait à vue d'œil Ocon et Gasly remonter sur les Williams et passer les Williams. Donc c'était assez bizarre. Ils ont eu beaucoup de graining sur les pneus. Ça a pénalisé les deux pilotes, hein, parce que pendant toute la course eux ils ont été sur une stratégie un arrêt, ça n'a pas payé, et finalement il y avait une condition un peu sine qua non de faire un arrêt. Fallait avoir fait un premier relais extrêmement long sur les médiums pour se permettre de rester en hard sur tout le reste de la course, sinon c'était 2 arrêts. Les Williams ouais, le rythme était pas là. Pourtant elles avaient une bonne vitesse de pointe, mais en fait elles n'arrivaient pas à faire fonctionner les pneus. Je pense qu'ils étaient vous savez, dans ce cercle vicieux de on n'arrive pas à faire chauffer la gomme, on a du graining, on suit une autre voiture, on accentue le graining et on n'arrive pas à faire chauffer la gomme, etc. Parce que comme tu as du graining sur la surface de ton pneu, tu fais pas chauffer la gomme en dessous, et donc du coup si tu fais pas chauffer correctement la gomme en dessous, t'as jamais d'adhérence, donc c'est l'enfer. Donc le graining reprovoque du graining, etc. Ce qui fait que effectivement Albon et Sargent ils ont dégringolé au classement, et ça a été un petit peu la descente aux enfers pour eux. Pareil pour la Haas, hein, au final il y a encore et toujours des problèmes de dégradation, mais ça c'est pas nouveau sur la Haas. Elle n'avait pas de rythme non plus en course. Il y avait 2 versions de leur voiture d'ailleurs ce week-end là à Vegas. On avait Nico qui était sur l'ancienne version et Kevin sur la nouvelle. Donc bon, là ça a été plus une séance d'essai entre guillemets un peu grandeur nature, je pense, pour As, tu vois. Donc ouais, c'était un peu tendu. Je pense que sans la safety car au tour 25 ou je ne sais plus quand, je pense que tous font un stop. Sans la safety car, tout le monde fait un stop? Bah non, au contraire. Je pense que sans la safety car, beaucoup font 2 stops. Parce que déjà, juste avec la safety car, il y en a qui n'ont pas eu assez pour aller au bout. Hein.
Je prends l'exemple de Gasly, il était sur un stop avec la safety car. Ah oui, ok, avec les écarts et tout. Ah ouais. Ah si, ouais, dans ce sens-là. Oui, pardon, j'avais pas pensé à ça. Moi, je pensais usure des pneus. Sans safety car, tout le monde est sur un stop. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances que tout le monde soit sur un stop, mais tout le monde, je pense pas. Je pense que Gasly, Piastri, Hamilton, Russell et compagnie, c'était sur 2 stops. Ils avaient pas trop le choix. Ils n'avaient pas trop le choix pour avoir de la perf et taper dans les pneus pour essayer de dégager un peu le graining, essayer de faire chauffer la gomme, etc. C'était un peu chaud. Je sais pas s'ils auraient tous autant attaqué, ça aurait dépendu des écarts. Les écarts n'étaient pas non plus absolument monstrueux avant la safety car. Il y avait des écarts, mais comme c'est un circuit où tu arrives à assez facilement remonter, ou en tout cas à dépasser, c'était moins gênant, je trouve. Bon, on va un petit peu plus loin quand même. On a parlé Williams, Haas, on a parlé du départ, on va parler toujours après la relance de la première safety car, si je dis pas de... Non, c'était quand? C'était tout de suite, c'était en début de Grand Prix. Début de Grand Prix, effectivement. Crash de Lando Norris avant la rentrée sur le strip. Bon, le crash de Norris, on n'a pas grand chose à dire. La voiture était chargée en essence, c'est la première fois du week-end, comme pour tout le monde hein, généralement, où la voiture est extrêmement chargée, donc peut-être plus basse que d'habitude. Les pneus n'étaient pas suffisamment chauds, il se prend une mini compression à cet endroit-là, il perd un peu le train arrière. S'il avait les pneus chauds, je pense qu'il l'a rattrapé, mais il perd la caisse, il tape, puis après, quand il doit s'arrêter dans le mur, il tape aussi quand même assez fort, hein, mine de rien, je trouve. Il manque d'embarquer Piastri avec lui. Ce qui a été assez étrange avec les McLaren, c'est que pendant les FP, elles étaient extrêmement rapides. Enfin, en tout cas, bien à la bataille. Et alors en qualif, ça a été catastrophique d'un coup sec. Et eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi ça avait été le cas. Et ça allait mieux quand même en course avec notamment Piastri. Parce que Piastri a fait quand même une très belle course. Même si du coup, il a été... sa course a été un peu gâchée par la crevaison qu'il a eue avec Lewis Hamilton. Ça a été un bon rythme sur la McLaren pendant la course. Mais le trou de la qualif, il est inexplicable. Je sais pas pourquoi. Ça a pas passé la Q1. Et de même manière, hein, chez Alpine, les Alpines, en tout cas l'Alpine de Gasly qui fait P4 sur la grille, enfin sur le chrono, P5 je sais plus, ça sort de nulle part. Bon alors, en tout cas rien de grave pour Lando Norris évidemment, on a fait des examens à l'hôpital pour Norris pardon, pour le check et dire que tout était bon, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Dommage quand même pour Piastri, mais il marque un petit point, je crois qu'il chope la P10 à Gasly dans les derniers tours de course. Dommage parce que s'il n'avait pas eu son problème de crevaison avec Lewis Hamilton, je pense qu'il était dans le même rythme qu'Esteban Ocon et il y avait une P4, voire peut-être un petit peu mieux à aller chercher en maximisant un petit peu tout. Franchement, la McLaren va y avoir un petit regret, une petite bouche, un petit goût d'amertume. Va y avoir un petit goût d'amertume là pour Piastri et pour McLaren. Puis on était sur 2 stops parce que... Alors, pourquoi? Tiens, voilà, ça c'était aussi quelque chose qu'il fallait que je voulais aussi vous expliquer, c'est que Piastri il fait hard. Et quand il rentre au stand avec sa crevaison, on peut pas lui remettre autre chose que des hard parce que sinon les médiums, faire 2 fois médium, Attends, il était sur quoi? Hard. Pourquoi ils l'ont fait rentrer hard et ils ont pas fait médium derrière? Peut-être qu'il avait plus de médium à la fin et donc du coup on lui a remis des hard pour aller le plus loin possible et remettre des médiums en toute fin de Grand Prix peut-être. Je sais plus. Il y a dû y avoir un truc dans le genre. Mais ça a été un peu plus complexe pour McLaren en tout cas. Enfin, moi je les attendais beaucoup plus haut. Et ils se sont mis dans la sauce avec la qualif et avec le départ du Grand Prix quoi. Il avait qu'un seul médium il me semble, ouais. Ok, ouais bah c'est ça. Ouais, il lui restait un seul set de médium, donc il était obligé de remettre des hard à un moment donné ou un autre. Autant mettre les médiums en fin de course avec une voiture plus légère, il y avait plus de perf à aller chercher, donc il pouvait pas faire vraiment autrement.
Le week-end des Mercedes, les gars, ça a été les montagnes russes. Ben pareil, je pense que chez Mercedes, on n'a pas tout compris. Je pense que globalement, dans le week-end, les faibles températures et le tarmac ont rendu les choses complètement floues pour tout le monde. Je vous avais mis en story les sets de pneus usés d'une Mercedes. Je sais pas si c'était celle de Russell ou d'Hamilton, mais les softs qui avaient fait quelques tours, ils avaient un graining. J'ai jamais vu ça, j'ai eu la chance d'en parler un peu avec Franck Montagny. Je lui ai dit mais t'as vu les pneus des Mercedes et tout? Il dit non, viens on va voir. Regarde, il me fait ah ouais quand même, là la collerette et tout, c'est du graining comme ça, on voit pas ça en Formule 1, on n'a pas vu ça en Formule 1 depuis très longtemps quoi. Là c'est un graining qui est pas juste un petit graining quoi, c'est vraiment surface, dessous, même quand on a raclé le pneu etc pour dégager un peu le pick-up et tout, tu vois que le pneu il est mort quoi. Donc les softs quoi qu'il arrive ça allait pas fonctionner. Et puis la Merco elle a pas fonctionné non plus quoi. Ça il comptait faire podium à peu normalement ce week-end, que ça allait le faire, mais ça a pas fonctionné quoi. Ça a pris un autre tournant pour tout le monde chez Mercedes. Hamilton, il a eu aussi une crevaison, je crois, avec Piastri justement, encore une fois. Donc il y a eu de la malchance. Les deux voitures, elles auraient pu monter sur le podium, a dit Toto Wolff. Mais je suis désolé, quand tu vois la manière dont ça a été géré, etc. Je pense que la Merco, elle avait pas non plus un rythme exceptionnel pendant le week-end. Donc, ah ouais, ils avaient largement le rythme. Ah ouais? J'ai l'impression qu'ils avaient zéro rythme. Attends, mais je dis peut-être de la merde, hein. Je confonds peut-être avec une autre écurie. Attends, faudrait que j'aille voir. Attends, je vais juste revoir 2-3 petites datas. Je vais voir 2-3 datas. Ah ouais, ils avaient largement le rythme. Qui c'est qu'il n'y avait pas de rythme? Parce que j'ai l'impression que dans ma tête, Hamilton, il avait absolument pas de rythme. Après, je me gourre probablement, hein, mais... Ah, 16 départs. Ah oui, c'est vrai que... Ah, mais je sais pourquoi. C'est parce qu'il est remonté, puis il est redescendu, puis il est remonté. Il n'y a pas une histoire comme ça avec sa crevaison ou une conne... Il n'y a pas eu ce genre de délire. Voilà, crevaison que Hamilton détecte juste après qu'il soit passé devant les stands. Ah, c'est pour ça. Donc en fait... Ah, ok. Non, mais my bad. Ouais, non, my bad. Oui, ça fait P7, P8... Et puis Russell qui remontait P5 ou P4. Il était P4 sur la ligne devant Esteban, je crois. Ouais, non, my bad. Non, ouais, my bad. Il est redescendu 19 à cause de sa crevaison. Oui, parce qu'il a fait tout un tour avec la crevaison et où c'était compliqué. My bad, j'ai rien dit. Effectivement, non, gros rythme des Mercedes. Gros rythme des Mercedes en course. Ok. Mais attends, du coup, en practice 1 et 2 et 3, etc., là, ça donnait quoi? Ah oui, Russell qui fait top 1, practice 3, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Effectivement, ça se battait pour la P4 en piste et ça a été le cas pour George Russell. Et après 5 secondes de pénalité, c'est redescendu P8. Et Hamilton, avec la crevaison, il était remonté après crevaison. Il est remonté après être descendu. Ouais, après, avec la safety car, le podium devenait impossible puisque les 3 devant s'étaient échappés. Ouais, absolument. Donc ouais, non, en rythme, il y avait probablement un potentiel de podium, mais il fallait mieux s'extirper du paquet et de la qualif. De la qualif qu'ils avaient faite. Ouais, la qualif, ça les a vraiment torpillés sur le potentiel bon résultat. Ils avaient effectivement des voitures avec un gros rythme et pour aller chercher probablement au moins un podium. Faire double podium, je sais pas, mais s'il y avait une bonne qualif des deux, il y avait un podium à aller chercher effectivement entre la crevaison de Lewis Hamilton qui fait que il se retape 2 fois le même chemin à faire à travers le peloton, et Russell qui doit à la fois éviter le carambolage, enfin le départ un peu chaotique de tout le monde à l'extérieur et la pénalité qui chope avec le virage qu'il prend sur Verstappen. Ouais. Pas ouf. Ouais, c'est la preuve que quand t'as une bonne voiture et que t'exécutes pas bien ta course ou ta qualif, c'est très difficile. Ce qui montre quand même que le peloton globalement est assez rapproché à cet endroit-là. Et que en fait c'est pas tant d'arriver sur place avec la meilleure voiture, mais d'arriver avec la meilleure façon d'optimiser et de maximiser ton roulage et ton temps de piste. Quoi d'autre? Crash de Lando Norris, on en a parlé. Les performances, alors il faut qu'on parle un peu de Leclerc et de Ferrari. On va parler un peu de Ferrari et de Leclerc et de Sainz aussi, mais globalement les Ferrari aussi, moi je trouvais qu'elles avaient une vraie perf, hein.
Enfin, quand tu vois la course que fait Charles Leclerc, elle est exceptionnelle, encore une fois. Hein. Le départ, bon, il se fait un peu pousser par Verstappen, mais ce qui est incroyable sur chaque fin de relais, je sais pas si Verstappen baissait son rythme, pourtant il disait à la radio que ses pneus étaient morts, mais Leclerc, il revenait à balle sur Verstappen. Alors peut-être que la Ferrari arrivait à se débarrasser du graining, ou en tout cas d'avoir toujours des pneus plutôt bien et de leur donner un peu une seconde vie. Les Red Bull avaient une durée de vie sur les pneus tout à fait limitée, et elles avaient un vrai drop, une vraie casse de performance sur les pneus, là où la Ferrari était beaucoup plus constante en termes de dégradation. Et Charles, il a réussi à faire des trucs de ouf. Hein. Au final, il a fait il nous a fait une sacrée course. Hein. Stratégie 2 arrêts pour Sainz, alors que Leclerc fait une stratégie 1 arrêt, tout comme Ocon. Je pense que Leclerc, il s'est dit, tant que les pneus fonctionnent, faut aller le plus loin. Et faut aller chercher le one stop et tenter de faire la win. Je pense que Esteban s'est dit, faut allonger aussi le premier relais le plus loin possible, parce que la track position elle est pas si importante que ça. On peut se permettre de dépasser, on a une bonne voiture, on a du DRS, etc. Et c'est pas trop difficile de dépasser. Donc en fait, la bonne stratégie, ça a été effectivement de se décaler pour Charles et pour Esteban. Et ils ont fait une vraie grosse course, là où Red Bull a eu un petit peu plus de mal. N'empêche que ça fait P1, P3 pour Red Bull, mais globalement les Ferrari étaient dans le coup pendant toutes les séances sur le week-end. Je pense que là c'est l'une des premières fois où on a vu peut-être une Ferrari être un peu plus supérieure à la Red Bull globalement, je pense, sur le week-end. C'est juste que effectivement la Red Bull a été clutch entre guillemets elle a été comment dire, ouais, elle a été décisive sur certains moments par rapport à la Ferrari. Le freinage 7G au dernier tour. Ouais. Alors là, je sais pas comment il fait pour mettre 7G de frein. Il a pas eu de graining pendant tout le week-end, Leclerc. Ah ouais, les Ferrari, globalement, ils ont pas eu de graining. Qui sait qu'AlphaTauri avait pas eu de graining? Ferrari, effectivement, chanceuse sur les safety cars. Aussi, mais ils sont arrêtés avant ou après la safety, je me souviens plus. La safety a carry Red Bull surtout. Attends. Oh, je me souviens plus quand c'est passé. Ça, le problème, c'est qu'on est vendredi et puis ça fait quasiment une semaine. Ils sont arrêtés pendant la pendant la safety car. Free pit stop pour Perez, effectivement. Ouais. 5 tours avant Fefe, et Red Bull à box pendant la safety car. Qui repart deuxième, et Verstappen remet des nouveaux pneus. En fait, sans la safety car, c'est uniquement Verstappen que Charles doit affronter. Ouais. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Putain, c'est marrant comment j'ai revu que des bribes du Grand Prix, tu vois, mais mais quand t'es sur place, tu le suis vraiment différemment. Après, à un moment donné, on a été dans le garage. Donc tu vois, moi il me manque quand même pas mal d'infos, quoi. Quand t'es sur place, c'est quand t'as le moins d'infos, ce qui est ouf. Ouais, ok. Ouais, effectivement, avec la safety car, du coup, il doit gérer aussi Perez. Perez 15 secondes devant Leclerc, freebox. Ok. Ah ouais, vous pensez que Verstappen pouvait pas avoir Leclerc niveau perf? Ok, intéressant. Non, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que les Ferrari étaient quand même largement dans le coup ce week-end. Moi dans ma tête je me dis que les Red Bull étaient quand même plutôt clutch, même si et décisif sur certains moments, mais peut-être pas tant que ça au final, avec du recul, ouais, effectivement. J'ai pas besoin de revenir dessus, hein, mais course absolument incroyable de la part d'Esteban, qui récupère une P4 de nulle part. Là où Pierre a eu beaucoup plus de mal à gérer les pneus, je pense, et il paraît qu'il a aussi du mal il a eu du mal à gérer aussi la batterie. Il avait plus beaucoup de batterie à la fin et il a commencé à dégringoler au classement parce qu'il avait trop demandé à la batterie en début de course. Donc il avait plus de jus, quoi. C'est comme sur F1 23 quand t'as plus de jus dans la batterie et que tu dois recharger et que en fait tu perds du rythme. Donc ouais, écoute, ça fait une belle ça a fait une belle course en vrai, hein, franchement. Et puis la dernière passe d'armes entre Perez et Leclerc a été de toute beauté, hein. Vraiment, ça a été incroyable. Et le public s'est vraiment emballé aussi. On entendait le public s'emballer depuis le paddock et tout. On entendait le public s'emballer sur les passes d'armes entre Leclerc et Perez, entre Leclerc et Verstappen, etc. C'était vraiment très cool. Du coup, pour sa radio, Esteban.
Bah en fait je crois ils ont fait la radio quand on l'entend, il avait déjà passé ou je sais plus quoi, où il avait mal compris la radio en fait Esteban. Il avait compris, il avait pas compris hold position, il avait compris fight for position, une connerie comme ça. Après encore une fois je pense que c'est stratégiquement c'était con de laisser Esteban derrière Pierre, qu'on soit complètement d'accord. Hein. Quand tu vois Esteban qui revient sur Pierre plus rapidement et qui est rapide, bah laisse passer Esteban et puis travailler ensemble. On entend ce qu'on veut dans la radio, dans la voiture. Ah bah bien sûr, mais pour moi c'est une erreur de lâcher, de dire à Esteban reste derrière. Enfin encore une fois, hein, c'est cette année le jeu d'équipe chez Alpine, ça, je sais pas, ils sont pris les pieds dans le tapis à chaque fois quoi. C'est après c'est toujours en décalé. Et faudrait que je revoie la chose, mais je blague, mais Douane disait en interview avec Buxton et Esteban que par moments dans le strip la communication était très chaotique. Ah.